Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Sarah Abaro. Je travaille au Fonds mondial pour la nature, le WWF Canada, et notamment pour le programme du grand nettoyage des rivages canadiens, qui est en fait un. Je travaille aussi donc, sur la partie francophone de ce programme-là, parce que c'est un programme pan-canadien qui permet en fait d'accompagner les bénévoles à l'organisation de leur corvée de nettoyage. Puis je vous en parlerai un peu plus en détail, mais c'est ça. Moi, mon rôle, c'est vraiment de développer les partenariats, d'accompagner les bénévoles, voilà, et surtout dans la partie francophone du Canada, notamment au Québec. Pour commencer cet événement, peut-être un petit peu de contexte là-dessus, parce que cet événement s'inscrit dans la lignée de ce qu'on propose à nos bénévoles depuis le début de cette situation assez inédite que nous vivons en ce moment depuis le mois de mars avec la pandémie de Covid-19. Car nous avons demandé à tous nos bénévoles de remettre à plus tard ou d'annuler leur nettoyage jusqu'à ce que la situation redevienne sécuritaire pour tout le monde. Donc, puisqu'on ne pouvait plus accompagner justement nos bénévoles sur les nettoyages, on a voulu quand même continuer à vous proposer des contenus intéressants et des idées d'action à mettre en place sur des sujets, sur nos sujets, les sujets qui nous tiennent à cœur, pour justement continuer à protéger la nature. Donc, par exemple, on vous a proposé de réduire votre consommation de plastique ou en apprendre plus sur la situation des déchets en Arctique, par exemple. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller encore plus loin parce que cet été, on va certainement vouloir plus que jamais aller en nature, que ce soit pour des corvées de nettoyage distanciées, une après-midi au parc ou bien des vacances au camping. Donc pour toutes ces activités et puis pour toutes les autres que j'ai pas citées, on va aussi on vous propose en fait d'être conscient de notre impact dans la nature, parce que dès qu'on est en nature, nos comportements peuvent avoir un impact et des conséquences plus ou moins importantes pour la santé de nos écosystèmes et des espèces qui vivent dans ces lieux, ainsi que pour notre propre santé. Donc aujourd'hui, on vous propose justement de découvrir comment limiter au maximum cet impact négatif, notamment lors de corvées de nettoyage. Puis cet événement, c'est aussi le lancement d'une nouvelle ressource qu'on propose à tous nos bénévoles et qui est disponible depuis aujourd'hui sur le site internet du Grand Nettoyage. On a construit justement avec Daniel Landry, qui va justement nous présenter un peu plus en détail tout ça, et qui a fondé l'organisme de Ville en Forêt, et qui travaille beaucoup justement avec les principes sans trace, dont elle va aussi nous parler. Donc, juste avant de lui donner la parole, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le contexte du programme et puis les organisations qui ont construit justement ce programme-là. Moi, je travaille donc pour le WWF Canada, le Fonds mondial pour la nature, en français, qui est un organisme de conservation de la nature. Construire un avenir où les hommes et la nature vivent en harmonie, donc en conservant la biodiversité, en garantissant une utilisation durable des ressources naturelles et en encourageant des mesures qui visent à réduire la pollution et la surconsommation. Et un des éléments sur lesquels on travaille et auxquels on croit vraiment, c'est le pouvoir d'action qu'ont chaque personne en fait. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que s'inscrit le programme du grand nettoyage des rivages canadiens. Ce programme-là, il a été créé il y a très longtemps, il y a 26 ans. Et il n'a pas été créé par le WWF, il a été créé par Oceanwise, qui est aussi un organisme de conservation mondiale en lien avec l'Aquarium de Vancouver et qui est axé sur la protection et la restauration des océans. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'au début, donc en 1994, l'équipe justement de l'Aquarium de Vancouver ont commencé à organiser des nettoyages dans le parc Stanley à Vancouver. Puis le programme a grossi au fur et à mesure et pour justement arriver en 1997 à l'échelle de la province et en 2002 pardon, il est devenu pan-canadien. Le partenariat avec le WWF s'est construit en 2010 et aujourd'hui, c'est vraiment un des plus grands programmes de conservation par l'action directe de bénévoles au Canada. Donc vous le voyez, on a quasiment, disons, 900 000 participants à nos activités depuis le début du programme, avec plus de 2000 tonnes de déchets ramassés depuis la création du programme. Et rien que l'année dernière, on a eu plus de 3000 corvées de nettoyage qui ont été organisées par presque 50 000 bénévoles.
Donc, pour revenir un peu à notre sujet d'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Daniel et moi, on s'est rencontrés. J'en ai appris plus justement sur les différents principes sans trace. Et on a trouvé que ce serait vraiment intéressant de faire le lien avec notre programme et comment faire le lien entre les comportements qu'ont les humains en nature et comment pouvons-nous protéger la nature au mieux. Donc, on a commencé par essayer d'identifier les problèmes qu'on aperçoit en fait au sein de nos programmes. Donc, par exemple, le lien le plus évident qu'on a pu faire, c'est effectivement les déchets et la pollution. Mais il y a aussi d'autres éléments. Donc, le fait justement que les eaux soient polluées et contaminées d'une part par ces déchets-là et cette pollution, mais pas seulement. Il y a aussi tous les effets sur la biodiversité qu'a en fait l'activité humaine sur la nature. Donc, ça peut induire des pertes de végétation, ça peut développer en fait des plantes envahissantes qui vont aller dans des endroits desquels ils ne sont pas originaires et qui peuvent avoir un impact sur la biodiversité. Euh, de même pour les espèces, ça peut aussi avoir un impact sur les espèces. Et le lien aussi avec nos activités, donc par exemple le feu qui vient vraiment de l'activité humaine et qui peut aussi avoir un impact négatif pour la nature. La surfréquentation, c'est aussi un impact très important, comme on le sait, parce que on en parlera un petit peu plus en détail tout au long de l'événement, mais la surfréquentation peut avoir aussi un impact sur la nature et le fait en lien par exemple avec la perte de végétation et pas seulement. Donc, je ne vais pas tout raconter dès maintenant, mais je vais laisser Daniel en parler un petit peu plus. Daniel, je crois qu'on ne t'entend pas, il faudrait que tu te... Est-ce que ça va mieux? Super. Voilà, d'accord. Alors, bonjour à tout le monde. Et juste une petite question, je crois qu'on entend ton air conditionné, si jamais c'est possible de l'éteindre. Je n'ai pas d'air conditionné. Okay. Il y a un bruit de fond, je suis désolée. Est-ce que non, mais c'est correct. Si tu parles assez fort, ça va être correct? Ça va aller? On y va. OK. Alors, bonjour tout le monde encore et je suis extrêmement contente de pouvoir contribuer aujourd'hui à ce webinaire-là et d'avoir été invitée à travailler sur la ressource qu'on voulait développer à la WWF. Je pense que ça va juste multiplier l'impact extraordinaire que vous créez déjà avec votre programme et avec l'action de tous ces citoyens qui va juste, j'imagine, continuer à se maintenir, sinon à augmenter parce que c'est clair que la conscience par rapport à, d'une part, notre attachement à la nature, mais aussi la conscience des impacts qu'on crée et de l'environnement qui est affecté par nos activités humaines. Je pense que cette conscience-là, elle va juste grandissante. Alors, elle va encourager tout le monde à faire attention davantage. Alors, on va essayer de voir ce que le programme Sans Trace peut apporter à ces efforts-là. Et si j'ai l'occasion de me présenter, tu as dit que j'avais fondé De Ville en Forêt. Bien évidemment, je l'ai fondé pour essayer justement de voir comment on pouvait perfectionner le savoir-faire en matière d'éducation des publics à la fréquentation responsable et durable des aires naturelles, qu'elles soient terrestres ou aquatiques d'ailleurs. Et ce qui m'a intéressé dès le départ, ça a été de valoriser un programme qui est existant et qui a toute une historique de succès, qui est le programme Sans Trace dont je parlerai tout à l'heure, avec l'éthique du plein air et les 7 principes Sans Trace, mais aussi de valoriser l'organisation qui est porteuse de ce programme-là ici au Canada, qui est Sans Trace Canada. Alors, ce que j'ai voulu faire, ça a été développer pour moi-même déjà tout mon savoir-faire pour être capable après de contribuer au développement du savoir-faire ici au Québec. Alors, en utilisant les ressources du programme Sans Trace, j'ai donc développé une offre de service pour la formation et le perfectionnement pour le programme Sans Trace, donc pour aider des gens à devenir des éducateurs et des éducatrices sans trace, mais aussi tout l'offre d'accompagnement auprès des municipalités, des organisations en plein air, des entrepreneurs, et des grandes organisations qui travaillent en conservation de nature
aussi. Le troisième volet, c'est aussi la création de contenu éducatif, d'éducation auprès du public, ce que nous sommes en train de faire et que je suis très contente d'avoir contribué à renforcer par la création de la ressource qu'on lance aujourd'hui. Alors voilà, merci Sarah de passer à la prochaine diapo. Est-ce que je peux vérifier en même temps si le son s'est amélioré? OK, d'accord, parfait, merci. Chez Centras, qui est l'organisation américaine, donc porteuse, on parle du Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, on a cette idée très chère à notre cœur. Je suis partenaire aussi de l'organisation américaine, donc je vais dire à notre cœur, en fait qu'on peut, par notre interdépendance avec la nature, comprendre mieux notre rôle par rapport à la nature et justement de pouvoir contribuer à l'entretenir, à maintenir tout ce qui fait sa qualité. Alors, c'est l'objectif un peu aujourd'hui, c'est de voir comment on peut prendre mieux soin, en fait, de nos milieux naturels pour qu'ils restent en santé et que, par conséquent, ils contribuent également à la nôtre. Alors, le Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, je le présenterai pas, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais j'invite tout le monde à découvrir l'extraordinaire leader qu'ils sont en matière d'éducation des publics à la fréquentation responsable des milieux naturels aux États-Unis, mais partout dans le monde. Le programme est adopté dans plus de 90 pays et c'est un programme qui a plus de 40 ans d'expertise pour permettre d'être le plus efficace possible. Merci. On peut passer à la prochaine, Sarah. Merci. Alors, les 7 principes Centras, en fait, c'est l'élément central du programme Centras. C'est souvent l'élément qui est le plus connu des gens ici au Québec parce que soit ils sont allés aux États-Unis puis ils ont vu Leave No Trace accroché sur des panneaux de signalisation ou des panneaux d'accueil, mais aussi parce qu'au Québec, il y a vraiment de plus en plus d'organisations qui vont l'afficher soit sur leur site web ou qui vont en faire effectivement un panneau à l'entrée du réseau de sentiers ou du site de plein air. Dans les parcs aussi, on va tranquillement, pas vite le voir s'installer. Mais une fois qu'on a découvert les 7 principes Centras, il faut aller beaucoup plus loin pour découvrir toute la science, en fait, qui est derrière ce programme-là. Aujourd'hui, on va vous en faire part un tout petit peu. Dans la ressource, il y en a beaucoup plus. Et si vous allez beaucoup plus loin, ben, il faut se référer évidemment aux organisations comme la mienne, comme Centras Canada ou le Leave No Trace qui diffusent un peu plus de données scientifiques pour appuyer ces principes qu'on essaie de mettre de l'avant. Alors, ce sont des principes pour effectivement vous aider à agir de la façon qu'on le souhaite pour se sentir et agir de façon responsable envers la nature et être capable de léguer aux prochaines générations une nature qui est la plus belle, ça c'est sûr, mais la plus résiliente en fait. Et les 7 principes Centras nous fournissent des balises qui nous aident à prendre de meilleures décisions quand on se retrouve en milieu naturel. Mais comme je l'ai dit, c'est un canal pour passer de la science par rapport au fonctionnement des milieux naturels et des impacts de notre interaction, des conséquences pour les différentes composantes de l'environnement. Ça inclut également, quand on parle de ces composantes, toute la dimension patrimoniale, les paysages, les collectivités locales dans lesquelles les aires naturelles sont aussi implantées. Alors, on se soucie d'avoir le moins d'impact possible par nos activités de plein air ou nos corvées de nettoyage quand on les mène dans ces milieux-là. Il faut aussi dire que les 7 principes Centras, c'est toute la science qui est derrière, dont je parlais tout à l'heure, et les balises qui nous fournissent, sont largement éprouvées. J'ai parlé de 40 ans de science qui est derrière ça, mais également de bonnes pratiques en gestion des impacts par les gestionnaires un peu partout dans différents types d'écosystèmes. Alors, on peut vraiment clairement dire que ça s'applique aux écosystèmes du Canada et ceux dans lesquels vous faites des corvées de nettoyage ou vous faites des corvées de nettoyage ou que vous allez chercher du réconfort ou la fréquentation d'une nature que vous aimez. On peut passer à la prochaine diapo, Sarah. Merci. Alors qu'énumérait tout à l'heure les problèmes sur lesquels on a voulu travailler pour essayer d'apporter une solution en essayant effectivement de pouvoir fournir un peu plus d'éducation sur les principes Centras, oui, mais sur les comportements qui seraient les plus désirés dans ces milieux-là pour essayer d'avoir le moins d'impact. Alors, je vais passer très, très vite
sur le contenu de chacune de ces réponses qu'on apporte, de ces solutions, je les présente rapidement maintenant. Alors, par rapport à la question de la pollution et comment ça crée des lieux souillés, par rapport à ça et l'impact que ça a pour la faune et la flore, on a voulu voir comment on pouvait s'équiper avant de partir pour le plus possible minimiser ce risque d'impact. Par rapport à la perte de végétation, donc qui est créée par le fait que nos déplacements dans le milieu naturel créent de la compaction des sols et effectivement une perte de végétation, on va parler de comment on peut se déplacer sur le site de nettoyage et tout ça est transférable à n'importe quelle sortie en plein air que vous pourriez faire. Par rapport au troisième point, qui est la question des eaux polluées et contaminées, soit par les polluants qui viennent des matières qui vont se retrouver dans l'eau, on en parlera tout à l'heure, et des déchets humains que nous créons nous-mêmes. On voulait voir comment on pouvait effectivement préserver les ressources en eau, pas seulement pour nous, mais aussi pour la faune aquatique et tout l'ensemble du milieu aquatique. Par rapport au quatrième problème maintenant, qui est la propagation des espèces exotiques envahissantes, qui est un problème majeur au Canada, on s'est intéressé à voir comment on pouvait effectivement faire en sorte de limiter la dispersion de ces espèces-là une fois qu'on se retrouve dans le milieu. Il y a des gestes qu'on peut effectivement poser, alors on va les regarder ensemble. Par rapport à la destruction par le feu, qui est toujours un problème, même si la WWF recommande de ne pas faire de feu lors des corvées, et présentement, on est avec une interdiction importante de feu à ciel ouvert au Québec. Je ne sais pas pour le reste du Canada, mais en fait, c'est le cas au Québec. On est aux prises avec un immense feu de forêt dans une région du Québec. Mais ceci dit, on cherche vraiment à protéger la forêt et la capacité de régénération de la forêt. Effectivement, donc on regardera ce point-là dans quelques minutes. Par rapport au point de la faune en péril, alors effectivement, on veut l'aborder du point de vue de l'habitat des espèces qui est à préserver. On verra encore une fois comment faire. Le point qui touche la surfréquentation, alors on sait qu'une grande part de la surfréquentation est liée à notre grand amour de la nature, mais c'est amplifié par les réseaux sociaux qui mettent en valeur certains sites. Alors on veut tourner ça à notre avantage et voir comment on peut utiliser les réseaux sociaux effectivement pour que les gens aient une fréquentation responsable. Et on a vu récemment, dans les derniers jours, plusieurs incidents dans plusieurs régions du Québec. On est obligé de fermer des sites parce que les comportements ne sont pas en phase avec la fragilité du milieu. Donc, je pense que c'est tout à fait approprié, encore plus avec les temps, cette période des estivales qui commence, de regarder ce point-là. Et en tout dernier, on veut regarder la technique de lavage des mains, parce que si vous faites une corvée ou si vous allez en milieu naturel et que vous tenez absolument à adopter toutes les mesures préventives qu'on peut contre la COVID-19, c'est vraiment important de savoir comment se laver les mains. Il n'y aura pas toujours de l'eau dans les parcs. Il y a encore des installations qui sont fermées, des horaires restreints. Quelquefois, il n'y a pas d'installation, point. Alors, comme le lavage des mains est vraiment extrêmement important et qu'il ne remplace jamais la désinfection, c'est-à-dire la désinfection ne remplace jamais le lavage des mains, c'est toujours l'opération qui est prioritaire, on va regarder comment on peut faire quand on est en milieu naturel. Voilà, on peut passer donc au contenu. Alors, le premier principe, évidemment, chacun des principes, on va les voir l'un après l'autre, les 7, on s'en est servi comme épine dorsale, je dirais, pour développer les 7 points que je viens d'énumérer. En les regardant comme ça, c'est sûr qu'on revient au fait que c'est concernant précisément les problèmes qu'on a constatés lors des corvées qu'on a développé dans ces solutions et que pour avoir une idée beaucoup plus large de ce que sont chacun des principes, de ce qu'est chacun des principes et comment ils peuvent vous donner des balises pour vos activités en plein air, vraiment, il faudrait se référer au contenu ou faire une formation parce qu'il y a de la formation sans trace qui s'offre. Alors, principe numéro 1, se préparer, prévoir. Alors, s'équiper pour minimiser les risques d'impact de l'activité, c'est vraiment ce qui était extrêmement important pour nous. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'agir d'abord à la source sur ce qui va risquer
de créer des déchets si on se retrouve en milieu naturel. Alors, on pense particulièrement à tout ce qui est lié à l'alimentaire parce qu'on constate, et c'est la WWF qui tient ces données-là, que les 12 types de déchets les plus courants en milieu naturel et qui se retrouvent presque inévitablement à l'eau sont liés aux habitudes alimentaires qu'on a. Alors, on va vous donner des conseils dans le ressource en ligne sur les façons de faire pour limiter à la source la quantité d'emballage, par exemple, que vous apporteriez ou vous faire penser à tout ce qui est possible auquel penser pour éviter de créer des déchets une fois qu'on est sur place. Évidemment, ce qu'on veut essayer de faire, c'est limiter l'utilisation des plastiques qui sont extrêmement volatiles et qui se développent, pas se développent, mais se retrouvent, comme je disais, dans l'eau et qui, quelquefois, quand ils sont consommés par la faune, peuvent risquer de bloquer le système respiratoire ou digestif. Il y a des morceaux de styromousse, qui sont souvent aussi, qui se retrouvent en milieu naturel et qui sont souvent apportés alors qu'ils auraient pu ou être évités à l'achat ou tout simplement laissés à la maison pour les fins de recyclage si c'est possible, ou autrement pour les envoyer aux déchets ultimes. Mais ce qu'on essaye donc de faire, c'est de limiter encore le risque. On veut aussi limiter le risque que ces objets se retrouvent dans l'environnement et que les animaux risquent de s'enchevêtrer, de se blesser en s'en emparant, et aussi que les perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans les plastiques, dans les mégots, qui sont en très, très, très grand nombre laissés à l'abandon. Donc, tous ces perturbateurs et les contaminants, encore une fois, se retrouvent pas à l'eau parce qu'on a retrouvé la façon de s'assurer de les rapporter chez soi au mieux ou alors d'utiliser les bacs et les poubelles qui sont sur place. Évidemment, pas besoin de vous dire que ça veut dire multiplier les sacs. Ça peut vouloir dire séparer les déchets, par exemple, des matières qui seraient à mettre au compost quand vous serez de retour à la maison. Mais l'idée, évidemment, c'est de respecter les règles de triage habituelles quand vous êtes en sortie, donc d'avoir prévu les sacs pour ça et de pouvoir à la maison, à ce moment-là, en disposer selon les règles de valorisation des matières résiduelles. Alors, encore une fois, je ne peux pas aller très loin. On va continuer avec la deuxième et je vous invite à prendre connaissance du contenu par la suite. Alors, par rapport au déplacement, se déplacer sur le site de nettoyage, c'est ce qu'on vous encourage à faire, c'est apprendre à repérer en fait les surfaces durables. Les surfaces durables, c'est des surfaces qui vont résister au piétinement et à la compaction, ce qui va vous permettre, en utilisant principalement que les surfaces durables, de protéger la végétation et le sol. Ce faisant, vous évitez aussi de perturber l'habitat des espèces puisque vous laissez le milieu naturel à son état d'origine. Alors, quelles sont les surfaces durables? Évidemment, on parle plutôt des sentiers qui sont déjà aménagés et vraiment, on met l'accent beaucoup là-dessus. Les plateformes de bois, les trottoirs de bois, etc., les sables et tout ce qui est gravier, paillis. Maintenant, si vous vous retrouvez dans un milieu où il n'y a pas ces surfaces durables et que vous devez vous déplacer sur la végétation, on vous encourage encore une fois à regarder ce qu'on a prévu pour vous dans la ressource pour vous permettre de faire vraiment le choix des surfaces sur lesquelles faire les déplacements de façon le moins dommageable pour l'environnement. Si vous êtes en plein air, on va même conseiller de limiter votre groupe à 6 personnes justement pour avoir le moins de risque d'empiètement sur le milieu. Et c'est particulièrement judicieux quand on se retrouve près des cours d'eau qui vont vraiment nous attirer beaucoup cet été et dès maintenant, parce que ce sont des milieux vraiment très fragiles sur lesquels il y a une faune qui s'installe dans la végétation, par exemple, et on veut vouloir protéger cette végétation pour protéger, comme je disais, l'habitat de ces espèces qui habitent aux abords de l'eau. On va passer à la troisième. Merci, Sarah. Alors, la gestion adéquate des déchets. Alors, on veut effectivement éviter que des polluants se retrouvent dans l'eau. C'est extrêmement important. Et
parce que effectivement, il y a toute cette faune qui habite dans ce milieu et aussi parce que ce sont nos ressources en eau pour nous humains. Alors, comment on va éviter de polluer l'eau? En fait, c'est d'abord en reconnaissant que chaque déchet a un risque de venir libérer des substances toxiques dans l'eau. Alors, c'est vraiment important le travail que vous faites dans une corvée parce que vous empêchez que un grand nombre de déchets se retrouvent à l'eau. Première des choses. Deuxièmement, comme personnes qui vont fréquenter les milieux aquatiques pour s'y baigner, etc., c'est sûr que le chasse-moustique qu'on a sur nous, l'écran solaire qu'on a sur nous, c'est une source de polluants pour l'eau. Alors, on va vous encourager à éponger votre corps. Les savons, donc utilisez prioritairement le savon biologique, sinon biodégradable, pour encore une fois, éviter que de la matière polluante se retrouve dans l'eau. Les cendres aussi, si vous faites des feux, on ne verse pas les cendres dans l'eau parce qu'ils risquent de se transformer en nutriments pour les espèces exotiques envahissantes. Et l'autre source de pollution importante, c'est donc les déchets humains. Et là, il faut pouvoir bien maîtriser la technique du trou sanitaire. Il n'y aura pas nécessairement partout des toilettes ouvertes ou que vous pourrez utiliser pendant l'été, particulièrement cet été. Alors, la technique du trou sanitaire est vraiment à maîtriser. Je vous donne 2 repères extrêmement importants pour l'instant. Le premier, c'est la profondeur. Donc, on parle de 15 cm. On parle de 15 cm dans de la matière organique et donc pas dans le sable. Vous creusez pas un trou sanitaire dans le sable parce qu'il n'y a pas la matière dans le sable ou dans les autres matières minérales pour faire la décomposition de vos excréments. Le trou va être fait aussi, c'est notre balise, à 70 mètres, si vous voulez compter 80 pas, de tout cours d'eau. Vous pouvez effectivement empêcher de venir polluer l'eau. Et cette distance, elle est importante parce qu'en fait, par percolation, les agents pathogènes pourraient se retrouver dans l'eau. On va aussi s'écarter de 70 mètres de toute personne, donc d'un sentier, d'un terrain de camping ou d'une plage. Déjà, on sait qu'on ne va pas dans la matière minérale pour causer son trou. Alors, ça risque de nous protéger un peu. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vous invite vraiment à consulter ce qu'on a mis dans notre ressource. Et puis, à vous munir d'une truelle. Ça ne pèse rien. Ça peut être aussi une truelle de jardin, n'importe quel outil pour creuser. Vous verrez que le talon ou un petit bout de bois, ça ne convient généralement pas pour réussir à creuser un trou de 15 cm. Voilà. On peut passer à la prochaine. Alors, on veut limiter la dispersion des espèces exotiques envahissantes qui sont un problème majeur pour la biodiversité. Et en fait, on a des campagnes partout au Canada pour essayer de limiter leur dispersion. Donc, l'élément principal, peut-être au départ, c'est d'apprendre à les reconnaître, ça c'est sûr, mais aussi de pouvoir vraiment adopter les précautions qui sont nécessaires. Alors, déjà, en retirant des matières plastiques qui sont en fait un support pour que les espèces exotiques s'accrochent et restent dans l'eau, vous faites déjà un travail énorme. Mais deuxièmement, il faut être capable effectivement d'adopter certaines précautions et ces précautions-là sont de l'ordre de vraiment nettoyer les embarcations ou tout objet qui aurait été en contact avec l'eau, qu'est espèce envahissante ou non. On encourage vraiment le nettoyage de tout cet équipement-là. Et si vous êtes plutôt donc sur la terre, mais à proximité de l'eau ou n'importe où ailleurs dans l'écosystème terrestre, dans les écosystèmes terrestres, vous pouvez avoir de la boue qui va se coller à vos bottes ou alors à vos bas de pantalon. Il peut y avoir des semences qui s'agrippent. Alors, on recommande extrêmement fortement de vous munir d'une brosse. Une petite brosse, une grosse brosse, d'une brosse, en fait, pour pouvoir vous débarrasser avant de partir du milieu de tous ces débris qui peuvent se coller à vous et qui vont faire que vous allez devenir un agent de propagation. Alors, évidemment, vous les récoltez, vous les mettez à la poubelle ou vous les rapportez chez vous pour en disposer effectivement à la poubelle. L'argument que ce serait de la matière organique, donc on pourrait la laisser là, ne tient pas la route parce qu'il faut absolument agir sur la dispersion de ces espèces. Voilà, on peut passer à la prochaine, Sarah. Juste pour rappel, pour qu'est-ce que c'est une espèce exotique envahissante? En
fait, c'est le risque. Vas-y, Daniel. Alors, ça peut être une espèce animale ou végétale, première des choses. Deuxièmement, elle est envahissante parce qu'elle est opportuniste. Elle vient profiter, en fait, de conditions dans un environnement et elle va, en fait, complètement coloniser un milieu au point tel que les espèces indigènes n'auront plus la possibilité de vivre dans cet environnement. Elles sont exotiques, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas de cet environnement-là propre. Et dans ce sens-là, elles viennent cannibaliser, comment on dit ça? Elles viennent prendre des ressources et proliférer au détriment des autres espèces. Rapido, c'est ça qu'on peut en dire. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose, Sarah? Non, ça me paraît très bien. OK, d'accord. En résumé, c'est une menace pour la biodiversité dans un habitat. Absolument. Et on sait que les milieux aquatiques sont fortement touchés par ce problème-là. D'ailleurs, il y a une espèce qui s'appelle le roseau commun, qui est le phragmite, en fait, et qui vient présentement coloniser beaucoup de nos berges. Et il y a beaucoup d'efforts pour les éradiquer. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse notre part en justement éliminant les risques. Nous, on apporte des débris avec nous, des graines ou des semences. Voilà. Et c'est moins d'adaptation évidemment. On peut passer à la prochaine. Alors, l'impact des feux, on veut protéger la forêt. Alors, la première chose, et sur les rives, c'est extrêmement important, on va encourager tout le monde à laisser le bois mort. Alors, pour qu'il puisse jouer son rôle écologique. Sur nos rives, présentement, on sait qu'il y a de moins en moins de glace et avec de plus en plus de grosses tempêtes. Nos berges sont menacées et on doit pouvoir les protéger. Le bois joue un rôle extrêmement important pour la stabilisation donc de ces berges-là et ce bois en se décomposant peut aider à la régénération des sols. Alors, c'est vrai, cette question de la régénération des sols sur les berges, mais c'est aussi vrai partout dans la forêt. Alors, on tente le plus possible de laisser le bois mort sur la berge et sinon, quand on doit faire absolument un feu, de s'assurer qu'on connaît les règles pour la cueillette du bois, on s'éloigne le plus possible des sites trop fréquentés, etc. Donc, dans la ressource encore, on vous a mis une série de principes que vous pouvez apprendre à respecter. L'activité humaine est extrêmement liée à la destruction par le feu. Alors, on profite un peu de l'occasion pour parler justement de cette ère de dégagement. Il y aurait beaucoup de conseils à donner par rapport au feu. Mais disons que pour aujourd'hui, on va parler de l'ère de dégagement de 3 mètres qu'on doit laisser de part et d'autre du feu s'il faut absolument faire un feu. Je disais que la WWF recommandait de ne pas faire de feu là et corvée. Et si on doit faire absolument un feu, alors le garder très petit, garder cette ère de dégagement, et absolument suivre les interdictions de feu à ciel ouvert. Encore là, il y a beaucoup d'autres règles à suivre. Il faut les consulter. On a mis une liste des ressources partout au Canada auxquelles s'adresser pour avoir le plus de conseils à jour sur la façon de ne pas causer de façon intentionnelle, c'est vrai, mais quand même de destruction par le feu. On a parlé tantôt des cendres qu'on ne met pas à l'eau et pour lesquelles, en fait, souvent les parcs vont avoir des bacs et dans lesquels on va mettre, on va déposer ces cendres-là refroidies pour éviter qu'elles se retrouvent dans l'environnement et éventuellement par percolation dans l'eau. Voilà, on va se contenter de ça, Sarah. Le principe numéro 6, donc on veut préserver l'habitat des espèces. Alors, on sait que c'est extrêmement important que les espèces sont en déclin au Canada, ce qui veut dire qu'on a tous une responsabilité, effectivement, pour protéger les espèces et leur habitat. Donc, oui, s'informer, c'est sûr, apprendre à les reconnaître. Certaines de ces espèces jouissent d'une protection particulière. Alors, il faut le savoir pour respecter leur période de reproduction, respecter les zones où elles se reproduisent, etc.
mais on va aussi faire en sorte de pouvoir adopter des précautions pour que notre coexistence durant notre séjour, notre passage en milieu naturel soit avec le moins d'impact possible. Alors, il y a toutes sortes de balises à suivre à cet égard-là, mais je voudrais particulièrement attirer l'attention sur les habitats le long de l'eau, qui sont souvent des habitats avec de grandes herbes dans lesquelles beaucoup d'espèces d'oiseaux, par exemple, vont venir nicher. Et la période de reproduction étant extrêmement sensible pour toutes les espèces, on peut imaginer que quand on fait une corvée ou quand on se déplace, si on n'apprend pas à repérer l'emplacement, par exemple, des nids, on peut compromettre les chances de survie d'une espèce complète, d'individus. Et quelquefois, ça peut même avoir des impacts sur des espèces, pour des espèces extrêmement vulnérables. Donc, on indique une façon de faire, si on veut avoir en tout cas, s'assurer d'avoir la distance la plus respectable possible des animaux. On peut utiliser la méthode du pouce. Alors, en levant le pouce, si je suis capable de cacher l'animal qui est devant moi, possiblement que je suis à une bonne distance. Si c'est le contraire, que je vois l'animal dépasser de chaque côté de mon pouce, c'est assurément qu'il faut que je me recule. Mais autrement, on garde le plus possible de distance. Et encore une fois, dans la ressource qu'on vous a développée, vous trouverez plus d'informations. On peut passer à la prochaine, ça. Alors, je disais tantôt qu'on va essayer de tourner à notre avantage les réseaux sociaux pour, en fait, vraiment encourager un comportement responsable. Et ça veut dire être extrêmement explicite. Qu'est-ce que ça veut dire un comportement responsable? Alors, on espère que vous allez vous servir des balises dont on parle dans cette ressource pour pouvoir éduquer les gens de votre entourage et pouvoir vraiment les aider à comprendre quel est ce comportement responsable qu'ils ont adopté et pourquoi. Alors, vous allez avoir assez d'informations déjà pour partager beaucoup et on vous encourage vraiment à utiliser les réseaux sociaux pour le faire. Deuxième chose, on a une responsabilité vraiment à préserver la beauté et le caractère naturel des sites. Donc, vous qui allez participer à des corvées ou qui s'intéressez à cette idée de la préservation de la nature, vous pouvez contribuer par un message, encourager les gens à le faire en plus grand nombre et à valoriser ce qui est la beauté en fait de nos milieux qu'on veut préserver. Alors, c'est une grande chance qu'on a. On a un peu un rôle d'ambassadeur. Alors, comment le faire en fait pour que les gens vraiment puissent contribuer? C'est peut-être leur indiquer les moments de corvée quand elles reprendront ou à ce moment-là, encourager les gens à faire des gestes individuels, mais partager de l'information concrète pour que les gens sachent exactement comment pouvoir agir pour restaurer les milieux et les protéger d'abord et avant tout. C'est plus facile de préserver que d'avoir à restaurer après l'état d'un milieu. Donc, on a fait le tour des 7 principes extrêmement rapidement. Dans la prochaine diapo, vous allez voir une espèce d'aide-mémoire avec ces repères visuels. Si ça peut vous aider, utilisez-les. Ils sont là pour vous. Et dans la prochaine diapo, je fais pour vous une espèce de récapitulatif de toute l'information qu'il faudrait prendre à l'avance comme organisateur ou comme organisatrice de corvée, même une corvée distancée, ou alors pour toute autre visite que vous ferez dans le milieu naturel. Dans une perspective sans trace, on veut absolument que les gens aient le maximum d'informations pour assurer leur sécurité, savoir la qualité de leur expérience, mais aussi pour avoir le moins d'impact possible sur le milieu. Alors, l'emplacement des toilettes, l'emplacement des poubelles et des bacs pour que vous puissiez les utiliser et savoir à l'avance s'il n'y en a pas, pour que vous puissiez prendre les moyens en apportant les sacs pour trier vos matières résiduelles, apporter la truelle, etc. Ça va être extrêmement utile. Ensuite, les interdictions de feu à ciel ouvert, elles sont constantes depuis le mois de mai ici au Québec. Ça se pourrait que ce soit la même chose partout au Canada. Et elles vont continuer d'être nombreuses, entre autres parce que nos temps sont de plus en plus secs et la broussaille s'enflamme très rapidement avec un tout petit tison, par exemple,
ou avec des feux de racines aussi, le feu peut s'embraser extrêmement facilement. Donc, les interdictions de feu à ciel ouvert sont à respecter et de récolte de bois de chauffage. Je disais tout à l'heure qu'il faut savoir effectivement quelles sont les règles, est-ce qu'on a le droit de le ramasser ou non, à quel endroit. Souvent, on va même nous demander de l'acheter sur place et certainement pas d'apporter du bois de chez soi parce qu'on risquerait de contribuer à l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Ensuite, s'informer sur les habitats de la faune, la flore, les espèces protégées, les habitats critiques pour la reproduction. C'est une information qui vous permet à la fois de nous respecter, mais aussi d'apprendre à être encore mieux en connexion avec le milieu naturel. Ensuite, les espèces exotiques envahissantes. Il y a de l'information souvent dans les milieux, près des milieux aquatiques qui est affichée, qui donne de l'information. Sur les milieux terrestres, beaucoup moins. Alors, on a peut-être un travail d'information à faire pour aller se documenter et apprendre à les reconnaître quand on se retrouve dans un espace où il y en a beaucoup. Sinon, dans le contexte actuel, évidemment, les règles de confinement ont beaucoup d'impact et les mesures préventives aussi qui ont cours dans les milieux où qu'on doit prendre par soi-même ont beaucoup d'impact aussi sur la façon qu'on va interagir dans le milieu entre nous, mais aussi sur les moyens qu'on doit prendre pour préserver notre santé. Alors, ça m'amène à la... Ah oui, peut-être une dernière chose, ça m'amènera à la prochaine diapo, mais peut-être après auprès de qui on s'informe. Évidemment, les propriétaires des parcs et des aires naturelles où vous vous retrouvez, les responsables du site, et quelquefois, c'est une municipalité, mais quelquefois, c'est un organisme de conservation, ça peut être aussi une entreprise qui est responsable d'un site. Alors, il faut voir à prendre cette information auprès des bonnes personnes et se tenir à jour parce qu'elle peut changer, et particulièrement dans le contexte actuel de la COVID, il y aura des mesures qui probablement et des règles qui changeront au cours des prochains mois. Voilà. Alors, dernière diapo, c'est sur le lavage des mains. Alors, c'est tout simple en fait. Vous pouvez, dans la première diapo, j'ai mis un peu une idée du matériel et des différentes options que vous pourriez considérer selon ce que vous avez comme matériel à la maison. Toujours dans cette idée d'essayer d'avoir du matériel qu'on réutilise. Évidemment, moi, je préfère de beaucoup avoir mon petit sac, celui-ci, complètement réutilisable, donc je peux m'en servir comme lavabo. On va voir comment. Mon eau, je vais la traîner dans une bouteille de plastique, si c'est le cas, mais quelle que soit la matière, de toute façon, l'idée, c'est d'avoir une bouteille qui est réutilisable ou un sac, ça peut être un sac d'hydratation dans lequel on va apporter de l'eau. Sinon, je vais avoir un petit linge, n'importe quel type de linge, vraiment. Là, ça peut être un bandana, ça peut être vraiment une débarbouillette, n'importe quel type de linge. Et sinon, moi, j'apporte une toute petite quantité de mon savon biologique pour éviter de transporter la bouteille ou de risquer de mouiller, etc. Donc, je pars avec ça. Et sinon, c'est quoi? Je me mouille les mains, je recueille l'eau donc dans mon sac parce que je vais m'en servir après pour me rincer les mains. Je vais prendre quelques petites gouttes du savon. Je vais bien frotter. On sait maintenant les règles du 20 secondes. Je vais bien frotter mes mains avec ce savon. Quelques gouttes parce que c'est un concentré, ça va être suffisant. Après, je vais me servir de l'eau et je vais donc me rincer les mains dans mon sac. Bien encore en savon, comme je disais tantôt, d'un lavabo, je vais bien me rincer mes mains. Utiliser mon linge pour bien les essuyer par la suite, en fait, parce que l'action mécanique du frottement continue à nous débarrasser du virus qui pourrait être sur nos mains. Et après, l'eau qui va être souillée du savon et de tout ce que j'aurais retiré de mes mains, je le projette dans le milieu, mais pas à n'importe quel endroit. On essaie d'utiliser un endroit encore là où il y aura de la matière organique qui va pouvoir décomposer ce qu'il y a dans le savon. Voilà. Et en plus, on veut vraiment s'éloigner encore là des sources d'eau. On respecte toujours la mesure qu'on a donnée tout à l'heure, qui était de 70 mètres et de 80 pas du bord de l'eau, pour absolument éviter que tout savon se retrouve à l'eau. Et même si les produits comme qui s'annoncent comme biologiques ou les autres biodégradables, même si
il pourrait, dans le cas du biologique et non pas le biodégradable, par contre, il pourrait être utilisé dans l'eau, selon les indications qui sont fournies. S'il vous plaît, minimisez le risque que ça se retrouve et que ça se croise avec d'autres polluants qui viendraient de d'autres matières chimiques et toxiques qui pourraient se retrouver dans l'eau. Alors, on se retire de 70 mètres et voilà. Je pense que Sarah, ça fait le tour de la matière rapidement que j'avais à partager avec les gens. Merci beaucoup, Daniel. C'est vraiment super de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Je veux juste rappeler que la ressource qu'on a construite avec Daniel est disponible sur le site internet du Grand Nettoyage. Vous pouvez aller voir dès maintenant. Et on est prêt pour répondre aux questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que certaines questions s'en viennent. On va une minute pour qu'on puisse écrire les questions. Mohamed, je crois que vous avez une question, mais je ne vois pas votre question. Si vous pouviez la réécrire. Alors, Mohamed me dit qu'il fait beaucoup d'activités outdoor, notamment des treks de plusieurs jours dans le désert. Et là, je pense qu'il est difficile de respecter certains des principes sans trace. Donc, Daniel, comment pourrait-on respecter les principes dans le désert? Dans le désert? Oh! Je crois que Mohamed vient d'Algérie. Peut-être que maintenant que je réponds, c'est un homme, je n'ai pas compris le nom de la personne. Monsieur Mohamed. Mohamed, ok, d'accord. Bonjour Mohamed. Alors Mohamed va peut-être me donner des exemples de ce qu'il pense qui serait difficile. En l'occurrence, dans le désert, je ne sais pas si en Algérie c'est le cas, mais dans beaucoup de déserts, il y a une croûte qui s'appelle la cryptobiotique. Et ça, c'est extrêmement fragile. Alors, sur la question des déplacements, par exemple, on va vraiment, vraiment encourager les gens à utiliser, à reconnaître en fait cette croûte-là d'abord, qui est noirâtre, et d'éviter de se déplacer à des endroits où elle se trouverait. C'est extrêmement fragile. Alors, si on la piétine, on détruit en fait vraiment un habitat important. Donc, utiliser les surfaces durables va être encore plus important. On entend souvent que les gens qui voyagent dans le désert enterraient la nourriture, les restes de nourriture pour les petits animaux, je ne sais trop, pour aider la faune locale. Il n'y a absolument aucune recommandation qui va dans ce sens-là. Au contraire, il n'y a pas de nourriture que nous, on apporterait de l'extérieur qui fait partie de la nourriture que les animaux dans ce milieu-là consomment. Donc, même s'il y a une difficulté pour les animaux de se nourrir, c'est à eux de trouver, d'entretenir leur réflexe de chercher la nourriture. Il ne faut absolument pas que les animaux deviennent à la fois dépendants de nous, ni non plus qu'on leur fasse consommer de la nourriture qui est bonne pour nous, mais certainement pas adéquate pour les animaux. Pour la question de l'eau, évidemment, il y a une question de rareté de l'eau. Je ne sais pas si c'est à ça que monsieur pensait. Est-ce qu'il a eu le temps de donner des exemples, Mohamed, de ce qu'il trouvait difficile à appliquer en désert?
Je pense que c'est en lien avec la question du type de chemin ou de sol, parce que il parle effectivement du fait qu'il y a parfois que du sable, un manque d'eau, de bois, ce genre de choses. OK. Ben, en fait, s'il n'y a pas de croûte cryptobiotique, le sable est une matière idéale sur laquelle se déplacer. Alors, il faut juste faire attention à cette croûte et à toute forme de végétation qui pourrait, même si elle n'est pas abondante, être présente sur ce territoire-là. Alors, ce serait mon conseil. Mais donc, c'est toujours l'idée de repérer les surfaces durables. Alors, le sable en est une, certainement. Et par exemple, pour la salle de bain, du sable. Ah, OK. Alors, j'imagine qu'on appliquerait à ce moment-là le même principe qu'on recommande aux gens de respecter s'ils font des sports de montagne, par exemple. Je donne l'exemple de l'escalade, ou les gens qui font des sports nautiques qui sont sur l'eau, et la consigne, c'est de rapporter. Alors, il y a des systèmes qui existent qu'on peut acheter à l'avance et qui permettent de mettre ses excréments dans une espèce de sac dans lequel il y a un gel et qui va créer un aggloméré. Et donc, il va aussi, du même coup, contrôler les odeurs. Alors, ça, c'est une façon. Il y a d'autres personnes qui vont se servir de contenants qui vont fabriquer eux-mêmes ou recycler et qui vont utiliser pour rapporter les déchets humains. C'est vraiment une règle applicable et appliquée beaucoup dans le monde. Dans les Grands Canyons, par exemple, tu dois rapporter tes déchets humains. Alors, moi, je dirais que ça s'applique dans le désert. Évidemment, on peut me dire, oui, mais si je pars pour longtemps, ben, ça fait partie des responsabilités qu'on a de rien laisser derrière soi. Et en plus, dans le désert, le problème, c'est que si je l'enfouis avec le vent, évidemment, ça va être dégagé assez rapidement et les agents pathogènes vont être exposés à la vue, pas à la vue, mais au contact des humains et au contact des insectes, au contact des animaux. C'est absolument pas ce qu'on souhaite. Mais si monsieur veut qu'on s'en parle davantage, ça me ferait plaisir de fournir de réponses supplémentaires si il souhaiterait avoir plus d'éclairage. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mis le sur la slide ici. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas après l'événement. Donc, c'est ça. Donc, le secret pour ça, c'est vraiment de bien s'équiper. Alors, nous répond. Toutefois, dans les zones sableuses, les excréments humains sont enfouis dans le sable systématiquement et parfois même sur des lits wet, des rivières asséchées, sachant qu'il y a de l'eau à quelques dizaines de centimètres. Excuse-moi. Ça, c'est pas une bonne pratique. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter le son? C'est ouais, peut-être, si tu veux, quand je parle, essaye de te mettre sur mute. Ah, d'accord. OK. Parfait. Toutefois, dans les zones sableuses, les excréments humains sont enfouis dans le sable systématiquement et parfois même sur les lits d'oued, donc des rivières, asséchées, sachant qu'il y a de l'eau à quelques dizaines de centimètres seulement. Et est-ce que tu peux rappeler aussi le nom de la croûte terrestre dont tu parlais? Et tu es sur mute toujours, donc on ne t'entend pas. Et qu'est-ce que tu en penses? Oh là là. C'est bon, parfait. OK, merci. Donc, la croûte s'appelle croûte cryptobiotique. Ça, c'est une chose. Et pour l'autre bout de la question, ben, je pense que de toute façon, l'eau, il faut absolument pas la contaminer. Elle est extrêmement précieuse. Donc, la distance dont vous parlez n'est pas respectable. Et puis, de toute façon, je crois que tout bon pléniériste qui se retrouve dans ce milieu, toute bonne personne qui se retrouve dans ce milieu devra absolument tenter de rapporter. Quels seraient les obstacles à ne pas rapporter? Il faudrait les explorer et essayer de trouver une solution. Si c'est la question de l'odeur, je répète qu'il y a des matériaux pour permettre de contrôler l'odeur. Il y a des contenants qu'on peut créer pour faire ça. Mais je pense qu'il n'y a rien de défendable dans l'idée d'enfouir des déchets humains. Si c'est la population locale qui a ces pratiques-là, je ne vais pas commenter là-dessus. Je vais commenter par rapport au comportement que nous, qui venons de l'extérieur, adoptons dans ces milieux-là.
et qui sont souvent pas en phase avec ce dont le milieu naturel a besoin pour en santé. Et l'exposition aux pathogènes, ben, c'est toujours un risque. Évidemment, on pourrait dire que le soleil et le vent à la longue va désagréger les excréments. On pourrait argumenter ça et là, il faudrait des recherches plus avancées pour essayer de comparer et bien étudier cette question-là. Alors, pour l'information que j'ai, voici ce que je pouvais partager avec vous. Merci beaucoup, Daniel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui s'en viennent. On a peut-être encore 1 minute. Et puis sinon, je pense qu'il va être 14 heures, donc on peut s'arrêter là. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, soit au sujet du grand nettoyage ou bien des questions pour Daniel plus spécifiquement. N'hésitez pas à me contacter et puis je vous mettrai en lien. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup, Daniel. C'est un plaisir de t'écouter. Merci, Sarah. C'est un grand plaisir. Merci à tout le monde. Au revoir. Okay.